Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Je suis Léo Brunet, je suis le cofondateur de Vision Dev, une entreprise d'équité privée spécialisée en immobilier. Sur le chemin de bâtir notre portefeuille, j'interviewe des gens qui ont accompli des grandes choses pour retirer des astuces, des leçons, des outils qui peuvent nous servir dans la création de notre propre entreprise. Aujourd'hui, c'était une entrevue très spéciale. C'était assez difficile, je dirais, d'interviewer quelqu'un que je connais intimement, mais ça n'empêche pas que c'était une conversation absolument fascinante, puis je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Aujourd'hui, j'ai interviewé ma conjointe, la mère de mes enfants, la propriétaire de la clinique Cabinet Holistique, Juliette Lefoll. Juliette, elle a un bac en danse contemporaine. Quand elle était à l'université, elle faisait 25 à 30 heures de danse par semaine. Donc, elle a connu son lot de blessures. Elle a su travailler avec tous les experts qui existent dans le domaine de la santé globale. Et ça l'a amenée à concevoir un projet que plusieurs années plus tard, elle a finalement réalisé, qui est la création d'un espace de santé globale, une clinique multidisciplinaire qui accueille des thérapeutes comme des ostéopathes, des physios, mais aussi des thérapeutes de la santé mentale comme des psychologues, des TRA, dans le but de traiter la famille, les enfants, les sportifs, etc. Donc, j'ai profité de cette discussion-là pour lui poser plein de questions sur le parcours de la création de ce projet-là qui lui a pris 1 an. Donc, de la conception, de comment elle s'est entourée de mentors, comment est-ce qu'elle a appris sur YouTube pour faire sa comptabilité, développer sa stratégie marketing, comment est-ce qu'elle a créé son site web avec peu de moyens, un super beau site web, comment est-ce qu'elle a appris dans tout ça à écouter son intuition, à surmonter son syndrome de l'imposteur et finalement à ouvrir une business qui aujourd'hui va super bien. Ils sont rendus avec 18 thérapeutes et ça ne fait que grandir. Elle a une belle vision à long terme qu'elle nous partage. Et elle nous raconte plein de concepts super intéressants sur son parcours, comme les parallèles qu'elle fait entre être une jeune mère et une jeune entrepreneur, son démarrage, comment elle a surmonté tous ces défis-là. Je suis vraiment fier d'elle. J'ai eu la chance de la côtoyer pendant toutes ces étapes-là. J'ai vu la transformation. J'ai vu comment elle a persévéré et qu'est-ce qu'elle a réussi à accomplir dans tout ça. Puis je suis vraiment content aujourd'hui qu'on puisse vous raconter cette histoire-là puis que vous puissiez avoir une fenêtre sur cette expérience de sa vie-là. Parce que je pense que ça va en inspirer plusieurs à peut-être faire le saut en entrepreneuriat ou simplement apprendre à mieux écouter son intuition. Bref, une conversation à ne pas manquer. C'est un honneur que tu sois sur mon grand podcast. C'est un honneur d'avoir été invité. Au boss, là. Puis ça fait longtemps qu'on en parle de t'avoir sur le podcast, trouver le bon moment pour le faire, puis quand tu serais rendu là où tu aurais une bonne histoire à raconter, puis t'es définitivement rendu là. On s'entend là-dessus. Ouais. Qui l'eût cru, parce que ça fait pas si longtemps non plus. Puis, ben, c'est un voyage qui vient de commencer. Fait que peut-être que dans 2 ans, je vais revenir raconter autre chose. Ouais, Je sais pas. J'en doute pas. Ouais. Fait que pour ceux qui ne savent pas, tu as une clinique multidisciplinaire qui s'appelle le Cabinet Holistique dans Rosemont, en face du métro Beaubien. Veux-tu nous décrire un petit peu c'est quoi ce commerce-là? Dans le fond, la clinique sert avant tout d'hébergement pour des professionnels du milieu de la santé. Donc, des professionnels qui sont en santé complémentaire. Donc, il n'y a pas de médecin, pas d'infirmière. C'est plus des gens qui travaillent en santé physique, en santé mentale, en santé émotionnelle. Donc, on retrouve ostéopathe, massothérapeute, physiothérapeute. Il y a aussi des thérapeutes en relation d'aide. Pour l'instant, il y a une ergothérapeute en santé mentale. Il y a aussi de l'Ayurveda, de la thérapie somatique. Il y a de l'hypnose aussi. Donc, quand même, un vaste gamme de services qui peut convenir à plein de gens qui ont toutes sortes de besoins. Puis cette clinique-là, son but, c'est d'offrir des bureaux meublés, équipés pour les besoins de ces professionnels-là. Puis c'est aussi, tu sais,
de faire découvrir des nouveaux services à la communauté. Ça se veut être une clinique de quartier, mais vu qu'on est en face du métro Beaubien, on rejoint quand même tous les quartiers. Donc, il y a des gens qui viennent de loin là, pour rencontrer les professionnels. Puis tous ces professionnels-là sont travailleurs autonomes. Oui, c'est tous des travailleurs autonomes. Donc, c'est eux qui gèrent leur clientèle. La clientèle leur appartient. C'est pas une clientèle qui appartient à la clinique. Fait que ça, c'est quand même un avantage monumental pour un thérapeute parce que c'est ça, quand on développe une pratique privée comme thérapeute, il y a tout un travail qui doit se faire pour acquérir des clients. Puis, ben, si les gens déménagent pour toutes sortes de raisons, ben, des fois, tout dépendant des milieux de travail, ben là, les clients doivent rester dans le milieu de travail. Tandis que là, ben, les thérapeutes peuvent solliciter les gens qui viennent les voir déjà. Fait que ça, c'est super avantageux pour eux. OK. Super intéressant. Puis, pourquoi tu t'es retrouvé là? Raconte-nous un peu ton parcours que je connais, mais que j'aimerais t'entendre raconter sur le podcast. Ben, le parcours, il part quand même de loin. Il part de au moins 10 ans en arrière. Tu sais, j'ai fait des études en danse. À la base, moi, je voulais être danseuse professionnelle dans la vie. Donc, j'ai été à l'université. J'ai fait des études en interprétation de la danse contemporaine. Puis, pendant cette période-là, j'avais, avec une collègue de classe, on avait le désir de développer un centre multidisciplinaire de bien-être, guérison par le mouvement. Donc, un lieu où on fait de la danse créative, mais aussi de la danse-thérapie, de l'art-thérapie, un centre qui utilise l'art par le corps pour se sentir mieux. Il y avait de la thérapie somatique aussi qui allait se retrouver dans ce centre-là. Ça, c'est tous des domaines que tu as découverts pendant tes études. Oui, c'est tous des domaines... Parce qu'avant d'être en danse, c'était pas quelque chose qui faisait partie de ta vie? Non, c'est pas... non, pas du tout. Puis dans le fond, moi, la danse, j'étais blessée constamment. Je dansais 25-30 heures par semaine. Fait que j'avais toutes sortes de bobos. Puis c'est à ce moment-là, tu sais, que j'ai commencé à côtoyer les médecines complémentaires. Donc, surtout la massothérapie, la physio, parce que, bon, j'ai eu des blessures aux chevilles, aux pieds, à la hanche. Fait que, c'est pour prendre soin de mon propre corps, il a fallu que je me fasse aider par des thérapeutes, des professionnels du milieu plus traditionnel, conventionnel qu'on connaît, donc pas des médecins nécessairement. Puis, ben c'est ça, je tripais parce que je me rendais compte que, ben, notamment la massothérapie, parce que maintenant je suis massothérapeute aussi, on utilise notre corps. Le corps reste un outil de travail, puis on travaille avec le corps des autres. Donc, tu sais, ça restait quand même dans le même domaine que la danse. Puis non, fait que ça a commencé comme ça. Puis ce projet-là, il n'a jamais abouti. Mais ça a quand même été une graine qui était semée. Ouais, donc c'est resté dans ma tête pendant... Ça, c'est il y a 10 ans, il y a moins. plus de 10 ans, Plus de c'est 10 ça. ans. Puis c'est resté à quelque part dans mon cerveau. Puis c'est ça. Là, après ça, j'ai poursuivi des études en gestion à HEC Montréal. Puis bon, le milieu scolaire universitaire, c'est pas ce qui me plaisait le plus, c'est pas ce qui me mettait en valeur le plus non plus. J'étais pas particulièrement bonne à l'école. Donc, je suis rentrée sur le marché du travail. Puis j'ai travaillé pour les grands ballets canadiens. Fait que je suis restée dans le milieu de la danse, mais j'étais du côté administratif. Puis, ben là, il y a eu la pandémie qui a explosé. Puis là, je me suis vraiment remis en question parce que j'étais pas dans une position qui me plaisait sur le long terme.
j'avais le but de fonder une famille, avec toi d'ailleurs. Puis c'est ça, je me voyais pas rester dans un 9 à 5 standard. C'était pas quelque chose qui était pour moi. Donc c'est ça, pendant la pandémie, j'ai fait le saut. J'ai été faire des études en massothérapie. J'ai pris un programme condensé, là. En 6 mois, là, j'étais massothérapeute. Puis j'ai vraiment trippé. C'était la première fois de ma vie que j'étais compétente, bonne à l'école, que j'avais du plaisir à étudier le domaine. Tu sais, pour moi, l'anatomie, c'était complètement fascinant. Ça paraissait dans tes performances à l'école. Ah, j'adorais vraiment ça. Puis, ben, à la toute fin de mes études en massothérapie, je suis tombée enceinte. Par surprise. Puis là, ça a été le plus grand chamboulement de ma vie. C'était une belle nouvelle, mais une grosse étape de vie qui allait s'entamer. Puis c'est ça, on a laissé la vie faire les choses. Tom est arrivé. Mm-hmm. Puis là, boum, deuxième chamboulement. Vraiment, vraiment plus intense que prévu. Puis ça a été... tu le sais, là, ça a été difficile au début, la parentalité. Puis c'est ça, le rapport au corps, se remettre d'un accouchement. Puis là, je me suis tellement remise en question. Puis... Parce que quand Tom est né, c'est ça, tu étais nouvellement massothérapeute. Nouvellement tu démarrais ta massothérapeute. carrière là-dedans, tu développais ta clientèle. Ouais. Puis moi, j'ai toujours voulu être en pratique privée. J'ai jamais voulu travailler dans un spa ou c'était pas... moi, je m'intéressais surtout à des gens... Tu sais, j'aimais travailler avec des gens qui soit sont sportifs ou qui veulent améliorer leur capacité physique. Donc, la clientèle spa qui cherche plus à se détendre, c'était moins mon truc. Donc, c'est ça, je voulais tout de suite lancer ma pratique privée. Puis là, c'est ça, j'avais un enfant à la maison. Plus de responsabilités. Donc, c'est ça. Tu sais, au début, je voulais travailler de la maison. Finalement, là, ce projet-là, ça marchait plus. Donc, je suis allée travailler dans une clinique multidisciplinaire qui s'appelle la Quincaillerie Santé 2, qui est un super endroit qui m'a énormément inspirée pour le cabinet holistique. Puis c'est comme ça que j'ai développé... Toujours à titre de travailleur autonome. Toujours à titre de travailleur autonome. Puis super humain et chaleureux comme espace, avec très, très inspirant. C'était vraiment un endroit où, en tant que professionnel, on était bien. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas un jour créer un lieu qui est vraiment aligné avec ce que moi, je recherche. Mm-hmm. Puis c'est ça, ça a mijoté dans ma tête. J'en avais parlé au gestionnaire de la clinique, puis elle m'encourageait parce que c'est ça pour elle. C'était un beau projet super gratifiant qui amenait son lot de défis, mais qui était super le fun à faire. Puis j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Puis ce qui était intéressant, c'est que... Mais rappelle-nous, comment est-ce que... C'était quoi le trigger qui a démarré ton projet? Je trouve ça super intéressant. C'est intéressant que tu me connaisses pour me poser cette question-là. Le trigger, ça a été la maternité. Je trouvais ça tellement difficile. Puis je voulais tellement pas juste être une maman dans la vie qu'il fallait que je trouve quelque chose pour me faire sortir de ce rôle-là une fois de temps en temps parce que je suis une maman, j'adore être une maman. Je vais rester une maman pour toujours maintenant. Mais j'avais besoin d'un défi personnel. J'avais besoin de quelque chose qui me stimule en dehors de la maternité. Puis, ben, partir en affaires. Puis j'avais l'exemple de mon conjoint qui a parti sa business puis qui avait l'air, tu sais, qui trippe puis qui est stimulé par sa business. Puis j'avais envie de connaître ça. Puis il y avait aussi un grand besoin d'indépendance. Puis tu t'es blessée. En revenant de mon congé de maternité, j'ai déboulé les escaliers, je me suis blessée, j'ai pas pu travailler. À titre de masso.
à titre de massothérapeute. Fait que là, c'est ça. Je me rendais compte que, ben là, j'étais plus danseuse professionnelle, mais mon corps était encore un outil de travail. Puis si je me blessais, c'était terminé. Fait que j'étais de retour à la case départ, puis il fallait que je trouve une solution. Puis je voulais rester dans le domaine. Fait que là, ben, la petite graine qui avait germé dans ma tête, ben là, il fallait que j'en fasse quelque chose. Puis ben, j'ai mis 1 an à développer le concept du cabinet holistique. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi le... Avec mes expériences du passé, qu'est-ce qui me plaisait moins? Qu'est-ce qui me plaisait beaucoup? Puis je me suis beaucoup intéressée aux coulisses des commerces puis des business. Puis je me suis rendu compte que des fois, les coulisses, c'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps... As-tu des exemples Ben, dont tu te souviens de... Tu sais, si on parle du milieu de la danse, les coulisses, des fois, c'est des danseurs qui sont en douleur, c'est des danseurs qui, mentalement, sont dans une position difficile dans leur tête. Sur scène, par contre, ça a l'air tellement facile. Ça paraît pas. Puis, ben, moi, c'est ça qui m'avait fait décrocher un peu de la danse. C'était mes blessures, tout ça, La pression. La pression, la coulisse ruinait mon art, puis j'étais plus bien là-dedans. J'avais plus une belle relation avec la danse. Puis, ben, c'est ça, tu sais, dans les autres entreprises où j'ai travaillé aussi, tu sais, ça peut jamais être parfait, mais il y avait toutes sortes de choses, tu sais... là, j'essaie de développer ma pratique privée comme massothérapeute. J'étais dans un endroit qui faisait pas assez de marketing, selon moi. Donc, tu sais, moi, je voulais vraiment développer un endroit où il allait avoir un petit push marketing pour aider les travailleurs autonomes à croître puis à Tu se voyais des développer. opportunités. Je voyais des opportunités. Puis, tu sais, c'est aussi j'étais massothérapeute, mais avant ça, j'étais artiste. J'avais un grand besoin de création qui n'était pas comblé, ni par la maternité, ni par la massothérapie. Fait que là, de créer un nouvel espace avec du mobilier, des couleurs, un environnement sonore. C'est ça, créer mon petit monde de bien-être. Puis, c'est ça. En 1 an, c'est incroyable le chemin que j'ai fait, en étant maman aussi. Puis ça m'a complètement... ça me forçait à être responsable puis à faire toutes les tâches que je voulais accomplir. Tout était fait. Ça m'a donné énormément de pouvoir, finalement, la maternité. Même si le but, c'était d'en sortir un peu. C'est ce qui m'a donné... ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a permis d'aller là où je voulais aller. Mm-hmm. C'est vraiment super. Puis raconte-nous un peu l'année de conception. Donc, là, ça fait plus d'1 an. Ça fait 1 an et demi que tu as commencé à travailler sur ce projet-là. Mais ça a pris 1 an du moment où tu as décidé de commencer à y réfléchir jusqu'à l'ouverture de la clinique, à peu près? Ça a pris exactement 1 an. Tu sais, dans le fond, en 1 an, ce que j'ai fait, c'est que je me suis informée sur comment partir une business. J'avais aucune idée. Je me serais jamais attendue à partir une business dans la vie. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. C'était une idée folle, puis c'est entre autres, c'est toi qui m'as ouvert les yeux sur ce milieu-là. Mais tu sais, dans ma tête, j'avais l'impression qu'une business, c'était très masculin, grosse corporation, puis ça me ressemble pas du tout. Mais c'est aussi ça, avec la clinique dans laquelle je travaillais, je me suis rendu compte qu'une business, ça peut se faire à plus petite échelle. Et à ton image. Ouais, puis ça peut être féminin aussi, une business. Puis, Fait que c'est quoi les premières étapes sur lesquelles tu as travaillé concrètement? Est-ce que c'était plus d'aller vers des mentors ou c'était plus de lire? C'était plus de suivre des formations? toutes premières étapes, ça a été d'écouter beaucoup de vidéos
pour Ah oui, je me souviens. pour non seulement me crinquer à le faire, Ouais. mais aussi m'informer. Donc, j'écoutais des vidéos sur YouTube sur la business, sur le marketing. Puis, je pense que je suis un peu artiste dans ma façon de faire, donc j'ai fait un peu tout en même temps. Mhm. Puis ça a été aussi de me YouTube faire... Academy. ouais, YouTube Academy, moi, ça m'a tellement aidée. Je suis pas une grande lectrice non plus, là. Donc, d'écouter des vidéos, pour moi, c'était plus facile. Ça a été aussi de me faire des nouveaux amis. Je me suis mise dans une position pour faire mon projet. J'en ai parlé à tout le monde. J'en ai parlé à ma famille, à mes amis. Je leur disais, je vais ouvrir une clinique multidisciplinaire en santé et bien-être. Puis en le disant à tout le monde, je me suis mise dans la position de pas vouloir décevoir les gens, puis surtout vouloir tenir ma parole. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pas le choix de le faire. Je me suis vraiment forcée à le faire. Puis au même moment, à côté de la maison, il y avait... C'était vraiment intentionnel. C'était intentionnel. Je me suis fait un petit piège, là, puis... T'as brûlé le bateau. Ouais, là. ouais. Parce que je voulais le réussir, puis tu sais, j'ai appris à me connaître, là, à travers les années, puis si j'ai pas le gun sur la tempe, je le fais pas. Donc, le but, c'était d'avoir le gun sur la tempe. Puis au même moment, à côté de la maison, il y avait un nouveau restaurant qui est en train de s'ouvrir. Le restaurant de Munfat, d'ailleurs. On le salue. Le Salo. Puis le Célo. Puis super sympathique, le gars. Puis il servait du bon café. Fait que j'allais dans son resto, je buvais mon café, puis je développais, tu sais, mes idées. Fait que je montais mes dossiers tranquillement, je regardais mes vidéos dans son restaurant. Tu parlais beaucoup avec lui. Je parlais beaucoup aussi. avec lui, je lui posais plein de questions. C'est un restaurateur, il y a 3 restaurants. C'est un jeune. Il est jeune, il est drivé. Fait que j'ai posé énormément de questions. C'est devenu un ami. Au même moment, je me suis inscrite au yoga club. Même chose, je me suis impliquée là-bas. Je faisais du bénévolat. Donc, je leur faisais quelques heures de ménage par semaine pour avoir mon abonnement gratuitement. Puis à travers tout ça, je me suis liée d'amitié non seulement avec les profs, mais avec la propriétaire, Cindy. Allô? Qui, elle aussi, elle m'a ouvert les yeux sur tellement d'affaires. Puis c'est ça, j'ai rencontré des entrepreneurs. Puis tout ça, c'était... définitivement, tu as une facilité d'approcher les gens, tu as une humilité, une curiosité qui charme tout le monde, puis facilement, tu vas être capable de développer ce genre de relation-là, mais c'était quand même intentionnel de se retrouver dans ces relations-là. Puis comme tu dis, tu t'es mis dans une position pour avoir du succès. Puis j'admirais vraiment cet instinct-là que tu avais à ce moment-là, parce que ces relations-là, comme pour n'importe qui, d'aller rencontrer des mentors dans le démarrage de l'entreprise, c'est vraiment clé. Puis ça va être des conseils qui peuvent complètement changer ta trajectoire ou une épaule sur laquelle te reposer qui va te permettre de continuer. Fait que, chapeau, puis continue. Merci. Mais ça a été un bon réflexe que j'ai eu, honnêtement, parce que ces gens-là m'ont énormément aidé, m'ont mis en contact avec d'autres gens aussi. Puis c'est incroyable parce que Cindy et Min, ces 2 personnes-là, c'est avec eux que le cabinet holistique a fait son premier concours sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner en visibilité. Fait que, tu sais, une belle boucle qui s'est faite là, dans les premiers mois d'opération de la clinique. Fait que non, ça a été... Donc, dans tes tout débuts, YouTube Academy, t'entourer d'exemples, de mentors, poser tes questions. T'es rendu où après ça? Quelles ont été les étapes qui ont suivi? Les étapes qui ont suivi, ben après, c'était le besoin en financement. OK. Fallait absolument que je trouve du financement parce que j'en avais pas moi-même. Donc là, très rapidement, je me suis rendu compte que les banques
allait pas me prêter d'argent. Donc là, ça a été de trouver une institution privée. Puis ça, c'est simplement en faisant des recherches sur Google. Démarrage d'entreprise, besoin en financement. Donc, j'avais contacté PME Montréal pour du financement. J'avais contacté aussi Futurpreneur Canada. C'est avec eux que j'ai finalement eu le financement, ainsi que la BDC. Puis ce qui est génial, c'est qu'eux, je les ai trouvés grâce à du contenu sur le démarrage d'entreprise. Donc, quand je posais mes questions sur Google, comment démarrer une entreprise en tant que femme? Comment démarrer une entreprise au Québec? Il y avait des articles qui sortaient, puis c'était souvent BDC, ces institutions-là qui offraient énormément de contenu, puis ils offraient même des plans d'affaires. Donc BDC, c'est Banque du commerce du Banque Canada? de commerce du Canada. Puis c'est vraiment une institution fédérale qui supporte les entrepreneurs avec des prêts, avec plein de des ressources. prêts, il y a de la recherche de subventions aussi qui peut se faire. Puis ils ont énormément de contenu pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver. C'est vraiment une superbe ressource. C'est une ressource incroyable. Puis moi, c'est sur le site de la BDC que j'ai trouvé mon modèle de plan d'affaires. Puis le plan d'affaires, c'était super le fun parce que c'était un fill de blank. Donc, très facile. Puis après ça, quand je faisais mes demandes de financement, j'avais ce document-là. Puis, c'est ça, dans le document, ils te posent toutes les questions, donc ils sont capables de bien te guider. Fait que ça fait en sorte que tu as un plan d'affaires qui est bien monté. Puis, tu te poses des questions auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Puis après ça, une fois que j'avais toutes ces informations-là, là, c'était dans quel quartier je veux ouvrir ma clinique. Donc là, tu sais, moi, je voulais que ce soit... J'avais des critères là, que je voulais respecter. Après, c'est ça. À la base, moi, je voulais ouvrir la clinique dans la petite Italie. Puis, c'est ça. Recherche de local adapté à mes besoins. Donc, au moment où tu as commencé à chercher les locaux, est-ce que ton financement était approuvé? Non. OK. Tu étais en processus de... J'étais en processus de... J'étais déjà en communication. Je savais que j'étais sur la bonne voie, mais ça n'avait pas été approuvé. Il y avait un risque que je ne sois pas approuvée. Par contre, mon conseiller me faisait comprendre qu'il y avait aussi une forte chance qu'il soit approuvé. Donc, c'est ça. Ça a été la recherche de local. Puis, dans cette recherche de locaux-là, j'étais complètement débutante. Donc, j'ai fait des erreurs. J'ai signé des promesses de bail sans trop savoir ce que ça veut dire. Je posais pas assez de questions au début. J'étais trop gênée. Ou tu savais pas quelles questions poser? Je savais pas quelles questions poser. J'avais un gros sentiment d'imposteur. Mais c'est ça, j'ai visité plusieurs endroits. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur le local parfait. C'était le local parfait, non seulement parce qu'il était bien situé, mais parce que il n'y avait pas beaucoup de rénovation à faire dedans. Fait que pour moi, c'était super avantageux. Puis j'avais aussi... j'avais un bon feeling. Mon instinct me disait que c'était le bon endroit pour la clinique. J'avais une belle relation dès le départ aussi avec le propriétaire du local, ce qui est quelque chose de très important en général, là, mais pour moi particulièrement, j'avais besoin de me sentir bien avec le propriétaire. J'avais pas envie de me sentir petite dans mes shorts. J'avais envie d'avoir confiance, puis ce propriétaire-là, je sentais que c'était un partenaire, tu sais. Puis c'est une des premières choses qu'il m'a dit, c'est on va être en partenariat ensemble. Un bail commercial, c'est quand même généralement minimum 5 ans. Moi, je m'apprêtais à signer pour 10 ans. Fait que c'est une relation qu'on va avoir ensemble normalement pour les 10 prochaines années. Fait que je trouvais ça important de m'assurer que c'était un bon fit aussi.
Puis j'avais ce feeling-là. Puis après ça, ben, c'était négocier les termes d'un local commercial. Un bail commercial, c'est énormément de pages, c'est pas comme un appartement. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas, sur Google, sur YouTube. Je me suis aussi servi de ChatGPT pour poser beaucoup de questions. T'sais, étant donné que je suis la seule propriétaire de l'entreprise, j'ai pas une deuxième personne pour m'épauler dans les décisions. J'ai pas cette espèce de... Ben, j'ai pas cette chance-là, puis c'est un choix que j'ai fait. Puis que mon partner, c'est ChatGPT. Souvent, comment gérer une situation. On rit, puis Ça m'aide tellement. on trouve ça encore drôle de se fier à l'intelligence artificielle pour poser des questions, mais ça moi, je trouve bientôt, ça génial. on se posera même plus la question, puis ça va devenir logique comme de poser des questions à Google l'était, puis... Puis des questions... deep, là. Ben... Complexes, mais des fois, c'est... on a eu un dégât d'eau à la clinique... Moi, j'ai jamais eu à gérer ça, là, de la plomberie, tout ça. J'ai aucune connaissance là-dedans. Fait que là, je remarque qu'il y a une auréole sur le plafond. Super. Je suis allée sur mon ordinateur. J'ai été voir mon ami ChatGPT, puis je lui ai demandé qu'est-ce que je fais, puis... Par où je commence. Puis ça m'aide à me structurer. Ouais. Moi, j'ai aucune honte à dire que j'utilise l'intelligence contraire, c'est un superbe outil. artificielle. Ça m'aide vraiment beaucoup. Puis, tu sais, même relationnellement, c'est super utile des fois. Comment gérer un conflit. Comment toutes mes questions, je pose des questions au sujet du marketing à ChatGPT. Puis c'est intéressant comment tu viens de le dire. Ça aide à structurer ses idées. Parce que généralement, ChatGPT va rien nous apprendre. Surtout si tu poses une question comme qu'est-ce que je fais avec le dégât d'eau, bon, peut-être plus pour des choses techniques de plomberie, il va t'apprendre de quoi, mais les étapes sur comment gérer cette situation-là, c'est rien de nouveau pour toi, mais ça t'aide à formuler un plan, puis rassembler tes idées, puis ton expérience, puis là, t'appliques ça. Ouais, puis t'en prends, puis t'en laisses, Puis, là, t'es pas obligé de tout... J'ai souvent utilisé ChatGPT aussi dans des situations de relation, comment réagir à ça, comment je devrais... Je l'ai souvent utilisé au début par curiosité. Je me disais, qu'est-ce que ChatGPT va dire? Puis j'ai fini par l'utiliser quelques reprises parce que je savais qu'elle allait me répondre quelque chose d'intéressant. Puis c'est... c'est juste pour souligner ton point que ça aide à structurer ses idées. C'est vraiment clair comment ChatGPT explique les choses. Moi, c'est l'outil le plus précieux que j'ai. Dans ma business, ça m'ouvre les yeux, ça me donne des idées. Je trouve ça super. Fait que revenons à ton année de conception. Dans tout ça, tu as créé un site web, tu as créé une image de marque, tu t'es fait aider là-dedans, tu as sollicité des agences, ton budget est limité, donc tu as trouvé une façon dans tout ça de créer une image de marque puis une stratégie de marketing qui t'a pas coûté une fortune. Non. Tu as mis la main à la pâte, mais dans tout ça, un autre point sur lequel j'aimerais peut-être que tu nous parles, tu es vraiment bonne pour créer quelque chose avec peu de ressources. Tu es très créative, débrouillarde. Tu vas tout le temps trouver des solutions qui ne te coûtent pas cher. Puis ça va vraiment te servir, ça. Puis moi, je ne suis pas bon là-dedans. Moi, je dépense beaucoup. Toi, tu es bonne pour... Donc, donne-nous des exemples de situations où comment tu fais pour tout le temps t'en sortir avec peu? Je pense que j'ai une qualité qui est un défaut en même temps, qui m'aide par rapport à ça. Puis je suis très prévisible. Je prévois beaucoup. Prévoyante. Donc, je suis souvent 6 mois à l'avance. Puis par ça, tu sais, meubler une clinique,
Ben, il y a des trucs qu'il fallait acheter neuf, ça, c'était sûr. Mais tout ce qui était petite décoration, tout ça, j'ai fait les friperies. Mobilier. J'avais du temps pour trouver ce que je voulais. Donc, tu sais, quand je tombais sur un coup de cœur, je sais pas moi, une petite... un cache-pot, un petit meuble pour l'entrée. J'avais comme une vision de ce à quoi je voulais que ça ressemble. Ben, je l'achetais pour vraiment pas cher dans une friperie. Il y a aussi, tu sais, le fait de vouloir combler un besoin créatif. Ben, j'ai créé moi-même le site web. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, j'ai fait affaire avec une plateforme, tu sais, qui te donne des templates et tout ça, qui s'appelle Squarespace. Donc, ça me guidait, mais tu sais, ça venait... C'est de créer, si tu es à l'aise de partager des chiffres, c'est intéressant, tu sais, entre créer ton site web de toi-même à travers une plateforme comme Squarespace versus travailler avec des agences, t'en as sollicité, comme on parle de quelle différence de prix, là, combien tu as réussi à sauver en créant ton propre site web? Ah, mon Dieu! J'avais soumissionné quelqu'un pour la création du site web. Puis on s'entend que moi, mon site web, c'est pas un site web transactionnel. C'est vraiment, on appelle ça un site web vitrine, là. Okay. Donc, c'est une carte d'affaires virtuelle avec plusieurs pages pour détailler ton offre. Donc, c'est pas mal le site web le plus simple qu'on peut créer. Puis je pense que j'avais une soumission, juste le site web, là, pas d'image de marque. Juste le site web, c'était 1500, 2000 $. Là, si j'ajoutais à ça la création de mon image de marque, là, ça montait à 4-5 000 $. Puis je pense pas que ce soit les prix les plus élevés, parce que moi, à chaque fois que j'ai approché justement des agences pour faire ça, je le disais tout de suite, j'ai vraiment un petit budget. Je voulais vraiment pas dépenser. Très, très greedy. Puis... c'est pas greedy, c'est non, mais efficace. je voulais pas... Donc, tu le disais en partant, j'ai un petit budget, puis selon toi, ça a contribué à ce que les gens te fassent des soumissions plus basses? Possiblement, tu sais, encore là, j'ai pas... c'est pas bête. Je connais pas, mais tu sais, tout de suite, je leur disais, si ça dépasse tel budget, moi, je pourrais pas. Fait qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah ben, ce sera pas possible. Mais il y en a qui m'ont dit, parfait, j'ai envie de t'aider. Voici ce que je te propose. Puis à côté de ça, avec une plateforme comme Squarespace, je pense que ça me coûte peut-être moins de 300 $ par année. C'est sûr que le site web, il faut le payer à chaque année. Mais tu sais, pour les débuts, ben je préférais garder l'argent dans mon compte de banque. C'est intéressant parce qu'un site web, c'est un outil extrêmement important dans une entreprise. Donc, tu veux avoir un bon site web, mais tu as été capable de créer quelque chose de super bien. Merci. Puis je voulais surtout avoir le plein contrôle sur mon site web. Je savais que l'équipe allait croître, le recrutement se poursuit encore au niveau des professionnels. Donc, je voulais être capable de jouer dans mon site web comme je veux. Si on se rappelle, c'est des travailleurs autonomes, fait que chaque thérapeute a ses petites spécificités. Je leur offre un profil là, sur le site web. Fait que je voulais vraiment m'assurer que j'étais capable de contrôler le contenu, que c'était facile pour moi de modifier des choses, ajouter des choses. Ouais, comme tu as ajouté une section blog sur ton site web, là, maintenant tu peux publier des articles, t'es thérapeute en public. Puis je voulais pas être limitée dans mon nombre de pages. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, puis j'avais besoin d'apprendre. J'avais soif d'en connaître davantage sur toutes sortes de choses. Puis ça me fait penser, je me suis toujours dit que je suis bonne à tout, mais bonne à rien en même temps. Dans le sens où je suis capable de faire plein de petites affaires. Puis je suis pas nécessairement experte de ces petites affaires-là, mais je suis touche à tout, puis j'ai toujours été comme ça. Fait que, ce nouvel emploi que je me suis créé, il correspond vraiment à qui je suis. Puis j'ai vraiment du fun à faire ça. Fait que là, on est pas mal rendu dans le dernier quart, je dirais, de ton
ton processus de création de l'entreprise. Puis je pense que c'est la partie qui était la plus, tu sais, où il fallait que tu sois le plus clutch. C'était la signature de ton bail, les rénovations, puis recruter les premières personnes de ta clinique. Fait que raconte-nous ce dernier sprint final. Ouais. Je dirais que parmi ce que tu as nommé, les trucs, la chose la plus importante, c'était le recrutement. Puis, ben, à travers toute la création du site web, du branding, du modèle d'affaires, j'ai oublié cet aspect-là au début, le recrutement. Je savais que j'allais avoir besoin de thérapeute et tout ça, mais dans ma tête, tu sais, c'était loin. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je me suis comme rendu compte que, ben oui, je vais avoir un financement, mais j'ai énormément de trucs à payer. Il va falloir que j'ai des revenus. Il va falloir que je fasse des ventes. Fait que, ouais, le site web m'a énormément aidé au début parce qu'en fait, c'était ma carte de présentation. J'avais pas encore le local ou le local était en rénovation, donc je pouvais vendre l'idée. Puis là, j'avais sélectionné des images qui me plaisaient, puis je savais que c'était vers ça que j'allais m'en aller. Fait que comme un designer d'intérieur qui présente des plans de à quoi va ressembler ton salon. Un mood board. Ben, moi, c'était ça. J'avais créé un mood board. Je savais quel équipement allait avoir dans la clinique, les services et tout ça. Puis c'était tout détaillé sur le site web. J'avais créé aussi un pamphlet que je pouvais envoyer vite par courriel avec le détail de l'offre de location, la vision, les valeurs de l'entreprise. Puis, ben, grâce à ça, j'avais réussi à recruter 4 personnes qui n'avaient même pas vu l'environnement physique. Donc, tu as été chercher 4 thérapeutes qui ont pré-signé. Non, les pré-signatures, j'y suis jamais arrivée. Si c'était à refaire, je ferais des pré-signatures avec un dépôt pour me sécuriser. Là, j'ai choisi de faire confiance, puis je pense que j'ai été chanceuse. Encore là, mon instinct m'a bien guidée là-dedans. Mais tu sais, un peu cow-boy comme façon de faire. Je suis tombée sur des gens honnêtes, par contre, qui ont respecté l'entente qu'on avait. Fait que ça, c'était le fun. Puis une fois que j'ai signé le bail, là, c'était plus facile de recruter parce que là, il y avait vraiment quelque chose de concret. C'était plus juste la clinique va se situer dans tel quartier, puis non, c'était la clinique, l'adresse est au 530 rue Beaubien-Est. C'est en face du métro Beaubien. Puis là, les gens faisaient en face du métro Beaubien. Personne ne me croyait. Puis, ben, je faisais faire des visites. Puis les gens ne revenaient pas. J'avais la chance aussi d'avoir un local déjà divisé. Fait que je pense que pour les gens, c'était facile de se projeter dans l'espace. Puis avec mon mood board, ben là, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de concret. Fait que là, le recrutement a commencé tranquillement. Puis après ça, c'était les rénovations, qui étaient des rénovations mineures. C'était rendre ça chaleureux, propre. Fait qu'on a refait les planchers, on a refait l'éclairage. Puis après, c'était l'ameublement. Puis quand j'ai ouvert au 1er avril, on était 6 thérapeutes. Puis moi, je savais que mon break-even, il me fallait 16 thérapeutes. Fait que c'est ça. Quand j'ai réalisé ça, là, j'ai eu une petite sueur froide là, dans le bas du dos, puis j'ai fait « Ouf, OK, game is on. » Tu sais, faut... Là, on met le pain à la planche, puis là, boum, je suis embarquée dans les réseaux sociaux, puis là, j'ai fait plus de pubs. Puis là, j'ai commencé à faire du recrutement de thérapeutes aussi sur Instagram. Donc, les thérapeutes qui avaient des pages Instagram intéressantes, je leur écrivais. Bonjour, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, il y a une nouvelle clinique qui a ouvert ses portes. Si vous cherchez un lieu de travail en tant que travailleur autonome, voici ce que j'offre. Puis là, je mettais le site web. Puis il y a eu plusieurs visites de la clinique comme ça, puis c'est allé quand même très, très vite parce que là, ça fait
Ça fait 5 mois que la clinique est ouverte. Puis on est rendu à 18 thérapeutes. Félicitations. Merci. T'as passé ton point de break-even? J'ai dépassé mon point de break-even, puis c'est ça. Puis là, faut suivre les étapes maintenant pour pas aller trop vite, pour que la clinique se développe de Je façon tiens à souligner logique. aussi que tu as fêté ton anniversaire de 30 ans Ah ouais, dans la ça, clinique. c'était un autre défi que je m'étais ajouté. J'allais avoir 30 ans cette année. Tu sais, j'avais un bébé, j'allais avoir 30 ans. Puis je voulais vraiment ouvrir la clinique avant mes 30 ans. Puis j'ai eu 30 ans le 15 mars. Puis ben, j'ai pas tout à fait respecté là, le but que je m'étais fixé, mais j'ai ouvert la clinique 2 semaines plus tard, le 1er avril. Fait que je considère que T'avais les clés, t'étais dans ta clinique. j'ai eu les clés le 1er mars. Donc, ouais. Mais ouais, ça c'était une belle fierté pour moi. Je suis vraiment fière d'avoir relevé ce défi-là. Je suis fière d'aimer ça aussi parce que c'était un risque. Je me demandais, est-ce que ça va être pour moi? Est-ce que je vais aimer ça réellement? Puis je pense que j'ai mis le doigt, finalement, à 30 ans, sur ce que je veux faire dans la vie. Puis ça, c'est vraiment satisfaisant pour moi d'avoir découvert ça. Puis j'ai eu la chance d'être témoin de tout ce parcours-là jusqu'à l'ouverture de ta clinique, puis son succès jusqu'ici, puis t'as pas idée à quel point je trouve ça tripant comme histoire. Puis j'avais hâte que tu viennes la raconter sur le podcast parce que c'est formidable de voir cette... Initialement, le nom du podcast, c'était d'une vision à la réalité. Mm-hmm. Puis c'est aussi difficile d'avoir des visions créatives que de les amener à la réalité. Puis j'ai tout vu ça se passer dans ta vie. Puis je trouve ça vraiment formidable. Parce que j'ai vu les hauts et les bas, j'ai vu tous les défis que tu as vécu dans tout ça. J'ai vu comment est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es dans la forêt, tu vois les arbres, tu vois pas la forêt. C'est plus ça l'expression. Tu n'avais pas tout le temps la capacité de t'élever puis de voir, OK, le lac est là-bas, puis je suis en bonne direction. Puis c'est très difficile de réussir pendant ça. un long moment, c'est pas si concret que ça, là, développer sa business, puis... Mais de l'extérieur, moi, j'ai trouvé que tu es allé en ligne droite pas mal. Je le voyais, puis les étapes, tu les atteignais une après l'autre, puis tout se plaçait. Puis dans tout ça, c'était ta première fois, puis tu étais excellente, tu as tout fait les choses que tu devais faire, puis c'est pour ça qu'en 1 an, tu as réussi ça, c'est rapide. De passer de « j'ai jamais été entrepreneur de ma vie, j'ai jamais parti d'une entreprise, j'ai jamais administré une entreprise » à « je démarre une business ». Puis j'atteins mon point de break-even à l'intérieur de 1 an, 1 an et demi. C'est formidable. Fait que j'ai vraiment eu du plaisir à observer tout ça. Mais merci, puis merci pour ton aide, mais tu sais, je tiens vraiment à le dire. Honnêtement, avoir eu Tom, notre petit garçon, qui a 2 ans et demi maintenant, ça m'a vraiment mis là, un coup de bâton derrière les genoux, puis je me suis ramassée à genoux par terre, un peu poquée. Puis là, j'ai fait « OK, si je me relève, là, je veux me relever puis être vraiment, vraiment grandie. » Puis, tu sais, avant la maternité, j'avais pas vécu grand-chose. J'avais pas voyagé. J'avais pas connu la maladie. J'avais pas vécu grand-chose. Puis ce gros défi-là de la maternité j'ai fait « OK, quand on a des défis, on est capable de se relever de ça. » Puis une fois qu'on est relevé, là, go, là, on repart à courir. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Puis je lui en dois beaucoup à ce petit enfant-là. Il m'a vraiment fait découvrir qui j'étais, qui je voulais être. Fait que ce que tu me dis, c'est que d'avoir un enfant, ça t'a vraiment secoué.
ça a forcé une importante introspection. Mhm. Puis ça t'a amené à prendre des décisions drastiques comme lancer une entreprise. Ouais. C'est Ouais. fou. Puis, j'avais pas de temps à perdre. Parce que faut qu'il mange, cet enfant-là. Faut lui acheter des bottes d'hiver. Tu sais. On l'entend souvent que de devenir parent, ça peut complètement changer notre perspective sur la vie. Puis ça, Ouais. c'en est un exemple assez intéressant. Ah, mais 100%. Puis, il m'a donné beaucoup de courage. Ouais, c'est ça que tu me disais. Il m'a donné il t'a confiance en montré moi. que d'être capable d'être mère, ça t'a montré que tu étais capable de plein d'autres choses. Ouais. C'était un Puis, gros défi. Tu sais, ça, on s'en est parlé souvent aussi. Puis, j'ai l'air très jeune. J'ai l'air jeune. Puis ça m'a toujours complexée. Puis je pense que ça m'a freinée dans la vie. Avoir l'air jeune, plus jeune que ce que je suis. Puis je me suis toujours réduite un peu. Puis on dirait que le fait là, d'être une maman, ça m'a donné une carrure que j'ai toujours eue. Mais que là, on dirait que c'est ça. J'ai vraiment ce petit vécu-là qui me plante puis qui me permet de croire en moi, puis d'avoir confiance, d'avancer, puis de créer des projets, puis de me tromper des fois, puis de remonter, puis de trouver des solutions quand il y a des problèmes. Ça me fait vraiment triper. J'aimerais ça connaître un peu ton état d'esprit dans tout ce passage-là. Du début à la fin, ça me fascine le mindset. Je le répète tout le temps, en entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui peut faire une énorme différence. C'est ce qui probablement t'a permis de faire ce que tu as fait, c'est de maintenir le bon mindset puis de ne pas abandonner quand c'était difficile. Puis, fait que j'aimerais juste savoir, au tout début, quand tu as pris la décision d'aller dire à tout le monde que tu allais partir une business, là, c'était pas mal. Tu t'es forcé à te mettre dans une position où tu ne pouvais plus reculer. Ça ressemblait à quoi ton attitude par rapport à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était quelque chose qui ça t'intimidait ou ça t'inspirait? Ça ressemblait à quoi? Puis comment tu as fait le saut? Un mix des deux. J'avais vraiment pris la décision que j'allais le faire. Mais tu sais, au début, je sais pas trop comment répondre à ta question parce qu'au début, c'était très linéaire. Tu sais, je travaillais sur la paperasse. Tu sais, je voulais le faire, mais je m'informais. Je faisais, tu sais, mes petites recherches. Fait que, tu sais, c'était pas si impressionnant. Par contre, quand j'en ai parlé à beaucoup de gens, là, j'ai fait comme, oh, OK, là, faut vraiment que je le fasse parce que voilà, tu sais, je veux pas me décevoir puis avoir menti aux gens. Fait que là, ça a commencé à être un peu plus de pression, mais tu sais, il y avait pas d'argent sur la table. Fait que c'était encore simple. Comment est-ce que tu faisais alors pour maintenir une certaine pression sur le projet puis pas procrastiner? C'était quoi ta relation avec le temps? Ma relation avec le temps, ça, j'avais quand même la chance. Au même moment, je développais ma pratique privée en massothérapie. Une pratique privée, ça se développe pas si rapidement que ça. Fait que je travaillais juste 11 heures par semaine en massothérapie. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Ça me laissait énormément de temps dans la semaine pour développer la clinique. Tom était à la garderie pendant la journée. Fait que, tu sais, ce que je faisais, c'est que, le matin, j'allais au yoga. Après ça, j'allais au café au restaurant de mine. Puis là, quand j'étais là-bas, je travaillais. Tu sais, c'était mon moment où je me concentrais puis je faisais mes affaires. Puis, plus tard, j'allais travailler comme massothérapeute. Fait que, tu sais, mon temps était quand même structuré. Puis d'avoir ces lieux-là où tu pouvais aller travailler avec quelqu'un que tu connaissais, qui te motivait, c'était une façon aussi pour toi de garder le rythme. Ouais, c'est une façon pour moi de garder le rythme. Puis tu sais, on se rappellera que le restaurant venait juste d'ouvrir. Fait que
j'étais dans un environnement où, pour le propriétaire de l'entreprise dans laquelle moi je travaillais, je développais mes idées, lui aussi était en développement. Fait que c'était quand même très, très stimulant. Puis, tu sais, il y avait des choses qui changeaient de semaine en semaine dans son restaurant qui faisaient en sorte que je voyais qu'il y avait une évolution chez lui aussi. Fait que ça m'aidait. Puis, c'est ça. Là où ça a commencé à être de la pression, c'est quand j'ai commencé tout ce qui était demande de financement, recherche de local. Là, la pression a commencé à monter parce que ça devenait plus concret. Puis, demander de l'argent pour un projet, c'est impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça confrontant parce que faut que tu prouves que ton idée est bonne. Il faut que tu prouves que tu es suffisamment organisé parce que ils te prêtent de l'argent. Ils vont vouloir l'argent en retour, là. C'est pas un don, là. Fait que, il fallait que j'ai confiance en mon idée, puis j'avais confiance en mon idée. Fait que je pense que le fait de croire vraiment que cette clinique-là pouvait réussir, puis j'avais fait mes calculs, j'avais fait mes devoirs, fait que je veux dire, des chiffres, ça ment pas, là, habituellement. Je voyais qu'il y avait un réel potentiel. Fait que ça m'a drivé, le fait de croire en mon projet. Mais tantôt, tu mentionnais que tu as souvent eu le syndrome de l'imposteur. C'était dans quelle situation, puis comment est-ce que tu dealais avec ça? Ça a toujours été compliqué pour moi. Maudit syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu beaucoup là, dans le développement de la clinique aussi. Ça ressemble à quoi? Tu fais les choses sans avoir toutes les réponses, sans savoir tous les éléments. Fait qu'il y a comme une partie que tu te dis, est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de l'imagination? Faut comme que tu sais, précisément dans le projet de la clinique, le syndrome de l'imposteur, je l'ai contourné avec mon instinct. Tu sais, j'ai pas de truc plus concret. Mon instinct puis ma naïveté. Tu sais, il y avait... à quelque part, je sais pas, je savais que j'allais y aller puis que j'allais le faire. Puis... Donc, tu faisais juste l'endurer, mais... Je faisais juste l'endurer. Puis, tu sais, c'est aussi... Tu sais, il y a des propriétaires de local que j'ai rencontrés. Ils m'intimidaient, là. C'était vraiment pas... Puis, à chaque fois, tu me le disais tout le temps, faut pas que tu tombes amoureuse du local. Puis, à chaque fois, je rentrais dans une place, puis je faisais « Ah! C'est la place! » Puis, j'étais super... J'avais tellement hâte de trouver le lieu de la clinique. Mais avec le recul, c'était pas un fit. J'étais comme, tu sais, l'amour rend aveugle, là. Oui, la place était super cool, mais avec le propriétaire, c'était pas un fit. Puis quand j'ai rencontré le propriétaire du local où je suis actuellement, je l'ai senti, puis je me suis pas trompée. Fait que je pense que je peux faire confiance à mon instinct, puis tu sais, dans mes... Et ça, malgré le fait que c'était plus gros... C'était plus gros que ce que tu prévoyais. C'était donc un plus grand risque, une plus grosse dépense. Ouais. Mais le courant passait. Il y avait quelque chose de... Puis un truc très drôle, je sais pas si tu t'en souviens, là. C'était la première fois que je rencontrais ce propriétaire-là, puis je le voulais, le local. C'était l'emplacement parfait. Le local était... Tu sais, tout était comme... Wow! C'était juste avant les vacances de Noël, je pense, ou juste après. Puis on était assis autour d'une table, donc toi, t'étais venu avec moi voir le local. Fait qu'il y avait toi, moi, le propriétaire. Puis le propriétaire, tu sais, on le connaît pas, là, fait que, tu sais, je veux dire, on n'est pas amis, on n'a pas de relation. Puis j'étais en train de parler, puis de vendre mon idée, puis j'étais donc motivée. Puis à un moment donné, il y avait comme quelque chose dans mon chandail. Il y avait comme une grosse boule dans mon chandail, puis là, j'ai voulu faire ça subtilement, puis j'ai mis ma main dans la manche de mon chandail,
Puis il y avait une chaussette, tu sais, comme un... Puis ça a juste tellement détendu l'atmosphère. Une grosse chaussette de laine. Puis là, le propriétaire, il a juste fondu en rire. Ouais, c'est ça, c'est pas une expression, mais... Puis ce moment-là... C'était vraiment drôle. Ça l'a set de ton, tu sais. Genre la fille qui est comme... donc motivée, puis donc comme... Driver, qui sort driver, puis en confiance. Puis boum, sort sa grosse chaussette qui avait collé dans sa sécheuse, tu sais. Puis ouais, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, ben la fille, elle a du bon sens, je vais lui louer mon local. Ça m'a fait sortir de mon personnage de businesswoman en devenir. Tu sais, je jouais un peu un rôle en mode... tu sais, j'avais pas le choix là, de croire en mon projet. Fait que, en tout cas, ça a été vraiment très drôle. Il y a une autre chose qui est revenue beaucoup dans ton projet jusqu'ici, puis je t'admire pour ça. C'est pas quelque chose avec lequel moi j'ai de la facilité, puis c'est d'écouter son corps, d'écouter son instinct, son intuition, puis d'être... If it feels right, it's probably right. If it doesn't, je devrais pas y aller. Puis tu vas pas trop t'enfarger dans les fleurs du tapis de façon rationnelle pour prendre une décision. Tu vas plus t'écouter. Puis dans beaucoup de situations, je t'ai vu reculer. Même s'il y avait potentiellement un appât du gain, il y avait une opportunité. Je t'ai vu fermer la porte sur beaucoup de choses parce que tu le sentais pas. Puis tu savais pas nécessairement pourquoi, mais ça goûtait pas bon. Il y avait quelque chose, il y a une énergie qui passait pas. Et je t'admire pour ça parce que je pense que ça t'a amené à prendre beaucoup de bonnes décisions. Puis c'est peut-être pour ça que tu as réussi à faire ton projet aussi rapidement. C'est que tu n'as pas fait d'erreur dans tout ce projet-là à date. Tu n'as pas fait des grosses erreurs qui t'ont retardé. J'ai fait des petites erreurs. Ça n'a pas été certain. Un parcours sans faute. C'est jamais sans faute. Puis peut-être que j'embellis trop le parcours, mais ça s'est bien fait. Puis c'est parce que tu t'écoutais, tu te respectais. Est-ce que c'est difficile pour toi de faire ça? Est-ce que c'était des fois à contre-cœur ou pour toi c'est clair quand tu te sens pas bien par rapport à quelque chose, t'en parles juste pas puis tu te poses pas trop de questions? Ben, ne pas m'écouter puis ne pas me respecter, c'est quelque chose que j'ai souvent fait dans le passé. Puis ça m'a pas aidé. Vouloir plaire à tout le monde... vouloir aller plus vite. C'est ma petite expérience de vie qui m'a fait me rendre compte que c'est pas tout le temps payant. Puis tu sais, de la même façon que tantôt je disais que j'étais un peu greedy, que je voulais pas trop dépenser, donc que j'allais dans les friperies ramasser mes objets décoratifs, ben l'inverse, c'est vrai. Je préfère avoir moins de revenus tout de suite, mais m'assurer, parce que je base mon recrutement sur mon feeling, mon instinct. Ça se retrouve à beaucoup d'endroits dans tes décisions. Je base le recrutement avant tout sur les compétences des gens, là, on s'entend, mais je veux dire, si la relation est pas là avec la personne, puis tu sais, ça se fait là, dans les 2-3 premières minutes. Si je rencontre la personne puis que je fais « Ah, il y a un blocage », ben peut-être que je me trompe, mais si je sens que le fit est pas bon, je préfère pas avoir ce revenu-là tout de suite. Puis, ben là, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait ça, il y a quelque chose de meilleur qui est arrivé. Fait que ma patience est payante. Puis ça fait aussi que mon envie... C'est parce que faut se rappeler aussi que la clinique, c'est mon environnement de travail. C'est mes collègues. C'est là, j'ai le choix de choisir mes collègues de travail. Puis j'ai une responsabilité aussi. Je choisis les collègues de travail de mes collègues de travail. Je veux tellement que l'ambiance, puis que ce soit agréable pour tout le monde à la clinique. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. Fait que je peux pas aller trop vite.
Puis si je le feel pas, faut que j'écoute ça. Puis des fois, c'est difficile, surtout au début, parce qu'on s'entend que j'avais besoin de faire des ventes. Mais c'est ça. Alors, je pense que j'ai une vision long terme. Puis cette vision long terme-là, ben, c'est ça qui guide mes choix du présent. Dans tout ce projet-là, il a fallu que tu ailles vers les autres pour aller chercher du financement, pour faire ton recrutement, pour même trouver des ressources pour le développement de ta clinique, que ce soit marketing ou quoi que ce soit. Je sais que ça n'a pas tout le temps été facile, puis ça ne l'est pas en général pour tout le monde, d'aller vers les autres pour soit demander de l'aide ou solliciter ou simplement offrir quelque chose. La peur du rejet est tout le temps omniprésente. C'est naturel pour nous de vouloir éviter le rejet, mais quand on démarre une business, quand on opère une business, on n'a pas le choix de faire face au rejet à l'occasion. Comment est-ce que ça a été pour toi d'aller vers les autres? As-tu développé des trucs pour te motiver ou pour t'aider à passer par-dessus la peur du rejet? Ben, je pense que le relationnel, c'est ma force. Tu sais, en massothérapie, je travaille avec un humain. Je suis un humain qui travaille avec un humain. Fait que cette compétence-là, je pense que c'est une de mes forces. J'ai toujours aimé les gens. Fait que pour moi, c'est pas si difficile d'aller vers les gens. Il y a des gens que j'ai tendance à idolâtrer un peu. Fait que ça, c'est plus difficile. Mais là, tu sais, cette clinique-là, c'est mon bébé, là. Puis mon bébé, tu le sais, je suis Mama Bear, je vais défendre mon bébé à tout prix, puis ça me donne de la drive pour aller plus loin, pour aller vers les gens. Puis, ben, tu sais, en ce moment, là où je suis rendue, j'essaie de faire des partenariats, notamment sur Instagram, pour essayer de gagner en visibilité, tout ça. Des partenariats avec d'autres commerces. Avec d'autres commerces, ou, tu sais, là, j'ai même essayé connecteurs. d'approcher des influenceurs, ou, tu sais, des gens qui ressemblent aux clients de la clinique, tu sais. Puis je suis tellement rejetée souvent, mais je le prends pas personnel. Tu sais, je veux dire, tout le monde fait ses affaires. Puis ben, le rejet que je vis en ce moment, c'est des non-réponses. On me répond juste pas. Fait que c'est moins difficile de pas se faire répondre que de se faire répondre non, je pense. Mais j'accepte. Ceux qui m'ont dit non pour toutes sortes de raisons, tu sais, souvent, les gens prennent le temps de t'expliquer pourquoi ils refusent ta proposition. Puis, ben, je veux dire, si on regarde les choses objectivement, ben, c'est correct. Tu veux te développer, je veux me développer. Pour toi, ça... Bon, ben, c'est correct. J'ai pas... Ça me dérange pas. Je comprends pourquoi quelqu'un dirait non. Est-ce que je suis nécessairement d'accord? Pas tout le temps. Mais je le prends pas personnel. J'arrive pas à expliquer pourquoi. Je fais juste pas le prendre personnel, puis je passe à un autre appel. Tu sais, comme je disais tantôt, j'ai pas de temps à perdre. Fait que ça marche pas. OK. Next. Puis il y en a beaucoup que c'est oui. Fait que, tu sais, c'est... Ça vaut la peine de recevoir les noms ou les... Ouais, puis c'est ça, tu sais, je me cache aussi peut-être. C'est pas à moi qu'ils disent non, je sais pas, c'est... Ça convient pas, puis c'est correct. Tout simplement. Puis, tu disais tantôt, une de tes forces, c'est le relationnel. Je dirais qu'une de tes forces principales aussi, c'est le marketing. Je pense que tu te débrouilles vraiment bien. Tu apprends à faire du marketing C'est gentil, par ça. toi-même, mais tu as une bonne touche en termes de design, graphisme, tout ça. Tu sais comment faire quelque chose qui est harmonieux puis qui a une espèce de constance dans ce que ça dégage. Mais aussi, tu
tu sais comment créer du contenu qui est accrocheur, puis t'as une bonne intuition aussi, des bons réflexes, je pense, en marketing. Est-ce que, puis je suis sûr que t'as pas nécessairement une stratégie écrite toute faite, mais peux-tu nous parler un peu de ta stratégie de marketing qui sert à faire rayonner ta clinique, qui te sert à recruter des thérapeutes, mais aussi qui sert à amener de la clientèle à tes thérapeutes à la clinique? C'est quoi ton processus? C'est quoi tes démarches, tes campagnes, ta stratégie? Ma stratégie est basée avant tout sur l'empathie. Okay. Simple comme ça. Le cabinet holistique, c'est une business de service. C'est une business dans le bien-être. Fait que, tu sais, j'essaie de me mettre le plus à la place des gens. Est-ce que moi, je consommerais ce contenu-là? Qu'est-ce que moi, je juge accrocheur visuellement? J'essaye aussi d'être différente. Tu sais, moi, je voulais pas une clinique toute blanche, très médicale. Fait que, tu sais, j'ai intégré des couleurs. Fait que, tu sais, j'essaie d'avoir des punchs de couleurs. Pour moi, ça, c'est du contenu qui m'interpelle quand je consomme... une image. C'est ça, quand je regarde les réseaux sociaux, je suis attirée par ça. Fait que, tu sais, je base mon marketing aussi sur ça. Puis, c'est vrai que tu consacres quand même beaucoup d'énergie à peaufiner l'image. Ouais. L'image que tu veux dégager, tu y mets de l'importance. Ouais. Puis, tu sais, l'autre, je pense, avantage que j'ai, c'est que, tu sais, mes thérapeutes sont tous en pratique indépendante. Il y en a qui sont plus débutants que d'autres. Moi, c'était il n'y a pas si longtemps là, que je débutais ma pratique privée. Fait que, tu sais, j'ai pas oublié c'était quoi, pas avoir de clients. C'est super difficile quand tu commences. Fait que, tu sais, je me base sur l'empathie que j'ai pour eux, puis, tu sais, sur mon expérience personnelle. Puis, ben, tu sais, là, je suis rendue à l'étape où je veux me faire aider aussi parce que je suis pas non plus une spécialiste. Encore là, mon ami ChatGPT m'aide énormément. Mais, tu sais, il y a beaucoup de règles non écrites. Tu sais, il y a des gens qui ont des études en marketing, là, qui sont 3 fois plus compétents que moi. Fait que là, je suis rendue à l'étape où je me fais aider pour optimiser le marketing puis avoir réellement un impact. Mais ouais, c'est basé sur l'empathie, grosso modo. L'empathie, tu as une grosse stratégie. Tu utilises pas mal, surtout les médias sociaux, pour te faire connaître. Instagram, particulièrement. Surtout Instagram. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Faudrait que tu sois sur TikTok. » J'entends ça. Je suis pas rendue là. Je suis moins à l'aise avec les vidéos. Puis tu sais, j'ai la chance aussi... Tout à l'heure, je disais que je faisais mon recrutement un peu sur Instagram aussi. J'approche des thérapeutes qui ont des pages Instagram, qui font du contenu. Ce qui m'aide énormément, c'est les thérapeutes de la clinique qui, eux, créent du contenu super bien fait, super intéressant. Puis, ben moi, je repartage leur contenu. Fait que ça me fait sauver du temps. Ça m'aide beaucoup. Puis, tu sais, travaillent fort sur leur contenu, là, ces professionnels-là. Fait que, tu sais, c'est super le fun, je pense, pour eux que quelqu'un repartage le travail qu'ils ont fait. Puis, ben, c'est ça le rôle de la clinique aussi, tu sais, c'est de les prendre puis d'essayer de les élever. Fait qu'il y a ça qui m'aide. On va tranquillement approcher la fin de l'entrevue. Là, j'ai encore quelques petites questions pour toi, mais comment tu trouves ça jusqu'ici de raconter ton histoire de même? Est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça te fait? Ça me rend fière. J'ai hâte d'aller à ma clinique tantôt. J'ai hâte d'aller la voir. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis à la bonne place. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que ça continue d'évoluer. C'est tout le temps en évolution. Il y a tout le temps des nouvelles affaires. C'est un petit truc qui pète dans le local, une nouvelle idée que j'ai le goût de développer. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en action.
c'est gratifiant comme expérience. Jusqu'à présent, ça me fait beaucoup grandir. Puis j'ai une vision plus globale de ce que je veux être. Fait que c'est le fun. Je suis contente. Dans ton parcours, quelle serait la plus importante leçon que tu as acquise par rapport à ce que tu devrais faire, puis par rapport à ce que tu ne devrais pas faire en tant qu'entrepreneur? Je pense que ce que j'ai appris dans la dernière année et demie, c'est prendre le temps de bien faire les choses. C'est plus intelligent, plus payant que de se dépêcher à exécuter quelque chose. Puis ça peut même être... tu sais, quand t'as vendu quelque chose, dépense-le pas tout de suite, tu sais. Dépense pas ta vente tout de suite. Laisse-la mijoter un peu. Au début, je venais de recevoir mon financement, puis là, wow, tu sais, il y avait plein d'argent dans le compte de banque, puis il y a des décisions que j'ai prises sur acheter du matériel, par exemple, ou que j'aurais pas refait ça. Tu sais, c'était pas essentiel, c'était pas nécessaire, puis j'aurais pu réinvestir cet argent-là ailleurs. Fait que ça, c'est plus quelque chose à ne pas faire avec les finances de l'entreprise. Prendre vraiment le temps de sélectionner puis laisser mijoter ton idée avant de la lancer. Un truc que j'ai appris, que je vais continuer à faire parce que ça fonctionne, c'est entretenir des bonnes relations. Entretenir des bonnes relations, c'est vraiment payant. Ça, j'ai toujours fait ça. J'ai des gens du cégep qui m'écrivent, qui sont rendus thérapeutes maintenant, qui veulent venir travailler à la clinique. La personne avec qui je voulais développer le centre multidisciplinaire en mouvement, ben ça a donné qu'elle a fait des études en hypnose, puis elle veut venir... Fait que, tu sais, on va se retrouver dans un projet. Puis c'est ça, c'est... J'ai entretenu ces relations-là. Comment t'entretiens les relations? Je pense qu'être gentil dans la vie... Being kind is cool. Kind is cool, mais oui, complètement, parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est pas gêné de dire aux gens ah, t'as fait tel truc, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ça s'arrête là. Pas besoin d'extrapoler sur une grande explication, mais tu sais, je suis quelqu'un qui souligne les bons coups des autres. Fait que ça, c'est une façon d'entretenir les relations, ou tu sais, de donner des nouvelles de temps en temps, ou juste être gentil avec les gens qu'on rencontre en général. Se souvenir des gens, tu sais, c'est... Ça revient à ton principe de marketing de base qui est l'empathie. Ouais. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Fait que kind is cool. Shout out to Mike. Ouais. Je vais terminer avec 2 questions. En fait. Tu parlais de les ressources qui t'ont vraiment beaucoup aidé au début sur YouTube. Y a-tu des channels en particulier ou des endroits où tu es allé qui t'ont vraiment aidé, que tu aimerais share? Oh mon ça Dieu! Ça se peut que tu t'en souviennes pas, là, mais Ben, s'il y en a un en particulier... Il y en a une, c'est une comptable québécoise. Faudrait que je t'envoie le truc, le lien. Tu pourrais le mettre dans la description. Ouais, elle, je trouve que son puis de la comptabilité, moi, je trouve ça plate. Mais c'est tellement important d'avoir ces connaissances-là. Puis je trouve que... Puis ça, c'est un channel qui t'a appris des principes de comptabilité. Des principes de comptabilité. Pour administrer ton entreprise. Ouais. Fait qu'il y a channel de comptabilité. Ah, c'est une bonne question. J'aimerais ça mieux y répondre. Parce qu'il y a des gens que tu aimerais partager. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai regardé des vidéos sur le design d'intérieur. J'ai regardé des vidéos sur la comptabilité, sur le marketing.
Puis, tu sais, de toutes sortes de pays différents, là, pas juste des trucs du Québec. C'est sûr que pour la comptabilité, par exemple, je voulais m'assurer que ce soit du Québec, là, pour que ce soit vrai pour moi. S'il y a des références que tu as, on pourra Ouais. les ajuster en description. Mm. C'est tout le temps le fun de connaître les ressources que tu as à partager. Puis, j'ai une dernière question que je pose presque tout le temps sur le podcast. Ça vient de ce cher Tim Ferriss, une de mes inspirations. Si tu pouvais écrire quelque chose sur un billboard que tout le monde de la planète verrait, un message que tu envoies à l'univers, qu'est-ce que tu écrirais-tu? Kind is cool. Non, ben, un billboard kind is cool avec des paillettes puis des couleurs qui flashent. Je pense que ça pognerait. Mais dans une optique marketing, je voudrais que ça soit bon pour ma business. Fait que si je faisais un billboard, ce serait probablement écrit prends soin de toi pour prendre soin de moi. Fait qu'une façon de dire aux gens que si ils prennent soin d'eux, ils vont être capables de prendre soin des autres. Puis il y aurait mon logo. Il n'y aurait pas ma photo, il y aurait le logo, puis ouais, prends soin de toi pour prendre soin de moi. Je pense que ce serait ça. C'est vraiment un bon tagline. Mm. Puis j'ai une autre question encore. C'est quoi ta vision en ce moment pour ta business? Ma vision long terme? Où est-ce que tu vois le cabinet holistique dans 5 ans? Où est-ce que tu le vois dans 10 ans? Est-ce que tu as pensé loin de même? Peut-être, ouais. Peut-être pas, mais ouais, peut-être. J'ai pensé loin comme ça. Il y a tout un volet éducatif à la clinique que je suis en train de développer actuellement. Donc, par volet éducatif, c'est des consultations de groupe, des ateliers éducatifs, des classes de yoga, des cours en groupe pour aider les gens à prendre soin d'eux. Ce volet-là, j'aimerais vraiment, vraiment le développer davantage. À la clinique, on a un énorme garage. J'aimerais beaucoup transformer ce garage-là, puis mettre toutes les activités plus extra dans ce garage-là. Puis une vision que j'ai qui est davantage pour moi d'un point de vue de la gestion. Il y a des choses que j'aimerais déléguer dans le futur pour que les choses soient mieux faites. C'est tout ce qui est marketing, comptabilité, ça, pour l'instant, c'est moi qui fais tout. Puis j'aime ça, c'est le fun, mais je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi qui pourraient le faire. Puis je serais vraiment fière de créer de l'emploi. Donc, ouais. Donc, en ce moment, tu offres toujours des blocs d'heures dans les bureaux de ta clinique. Ouais, il en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Le recrutement, il bat son plein vraiment. C'est super le fun, là, mais je reçois énormément de demandes pour la location des bureaux. Fait que là, c'est ça, il reste plus beaucoup de blocs d'heures disponibles. Mes bureaux de thérapie manuelle, donc les bureaux avec les tables de pratique, tables de massage, sont pratiquement pleins. On cherche encore, par contre, des gens qui veulent travailler les fins de semaine. Fin de semaine, c'est plus difficile, mais... Et pourtant, il y a certainement plein de demandes en termes de clientèle. Oui, la clientèle réclame beaucoup ça. Là. On a beaucoup d'appels pour savoir si les services, des fois, peuvent se donner le week-end. Donc, ouais, s'il y a des thérapeutes, des professionnels qui nous écoutent, qui sont intéressés, tu sais, juste à collaborer ou, tu sais... Okay. Moi, je suis toujours ouverte aux collaborations, puis aux partenariats. Puis, ouais, c'est... Fait qu'on peut te rejoindre sur Instagram, à travers ton site web. Instagram, Facebook, le site web, bien sûr.
Puis ouais, c'est ça, il y a du contenu qui est là pratiquement tous les jours là, sur Instagram. Donc, c'est une page qui est active. Puis, c'est une page qui est éducative aussi. Donc, si un jour vous avez un torticolis, il y a un post qui a été fait sur les torticolis, il y a, tu sais. Donc, j'essaie d'apprendre des choses aux gens, de partager mon savoir. Yes. Les autres thérapeutes aussi, là, c'est ce qu'ils font. Fait que. Jess, c'est une superbe entrevue. Puis, je sens qu'il va y avoir un part 2 éventuellement. On va tous vouloir en savoir plus sur les progrès de ce beau projet. Merci d'être venu partager ton parcours, d'avoir eu l'humilité d'en dire plus sur tes défis, puis sur les défis d'une jeune mère entrepreneur. Je pense que c'est quelque chose qui va rejoindre beaucoup de monde. Puis j'espère que ça va en avoir inspiré quelques-unes aussi. à peut-être se lancer en affaires, comme tu l'as fait. C'est possible, en tout cas, là, partir une business avec un enfant en bas âge. Tu sais, tu pars ta business en connaissance de cause. Tu sais que tu as une famille à la maison. Fait que, tu t'arranges pour que ça concorde avec ta vie familiale. Ça, c'était une réelle chance que j'avais, là, quand j'ai monté la business. J'ai pas eu à m'adapter à la vie de famille. La vie de famille était déjà là. Fait que... Ben, félicitations. Merci. Merci encore.